du sable chaud, une eau à 25 degrés et du soleil presque tous les jours de l'année. Mais à proximité de ces décors pour brochures touristiques, peut-on trouver aussi oiseaux rares, reptiles patients et autres bestioles qui semblent rescapées d'une époque lointaine. Se pourrait-il que ces eaux turquoises aux températures idylliques n'aient pas uniquement été créées pour les cartes postales et les baigneurs en quête de coloration, mais que s'y cachent aussi quelques secrets étonnants. Bonsoir et bienvenue en milieu hostile. Ce soir, votre jardin extraordinaire, vous le voyez, commence dans des conditions difficiles, sur une plage de rêve avec des eaux turquoises et des sables blonds. Et c'est pas si facile pour une équipe qui cherche à vous filmer la nature et de la faune sauvage, puisque c'est rarement sur les plages qu'on a l'impression qu'on va les trouver. Et pourtant, on commence bien en République dominicaine, sur la Playas de Las Aguilas, un pays particulièrement connu justement pour ses plages et ses eaux turquoises. Mais peut-on aussi y trouver de la nature? C'est ce qu'on va essayer de découvrir ici presque possible. C'est parti. À peine entrée dans l'eau, l'équipe du jardin extraordinaire est vite rassurée. Ce n'est pas parce qu'on est sur une plage qu'il n'y a pas d'animaux dans les parages. À nos pieds, à quelques mètres du rivage à peine, des dizaines d'espèces de poissons circulent entre les pierres. Plus loin, il semble s'intéresser aux pieds du preneur de son. Vite débarrassé de son matériel pour nous aider à filmer cet étrange balai. En réalité, ce ne sont pas nos pieds, mais le sable remué par nos déplacements qui attire ces poissons blancs. Car une eau aussi cristalline n'est pas toujours riche en nourriture. Ils viennent donc fouiller le sable à la recherche de la moindre petite chose à grignoter. Ce n'est probablement pas le genre de rencontre qu'espérait Christophe Colomb, lorsqu'après plusieurs mois d'expédition à la recherche des Indes, il débarqua sur Hispaniola en 1492. Aujourd'hui, l'île est divisée entre deux États, la République dominicaine à l'est et Haïti à l'ouest. Côté dominicain se trouve le plus haut sommet des Caraïbes, à 3098 mètres d'altitude. Connue pour ses stations balnéaires, la République dominicaine a aussi misé sur la protection de l'environnement. 23% du territoire national est constitué d'aires naturelles protégées, dont la plus grande est au sud, le parc national de Jaragua. Juste à côté de la plage, la lagune d'Oviedo. 25 km² d'une eau ultra salée, séparée de la mer, mais balayée par les vents venus de l'océan. Les bateaux locaux peuvent y pêcher 6 mois par an, avant de laisser la place aux oiseaux pour les 6 autres mois de l'année. À bord d'une embarcation à fond plat, notre guide Milagro remonte le vent tant bien que mal, longeant la mangrove et traversant des eaux aux couleurs variées. Pour approcher les oiseaux, autant profiter de la faible profondeur et adopter un autre mode de déplacement. Pourquoi l'eau a cet aspect blanchâtre? Ici, l'eau est laiteuse. Normalement, elle est verte dans la lagune, mais à cet endroit, il y a un peu de profondeur et comme il y a un sédiment de base là-dessous, qui est comme ça, et c'est ce qui donne l'aspect laiteux de l'eau. Mais Milagro ne nous a pas seulement fait descendre dans l'eau pour admirer la couleur de la boue. Au loin se joue un des plus beaux spectacles de la lagune. Ils font quoi là, les Flamands? Ils étaient en train d'avancer, puis ils se sont arrêtés pour chercher de la nourriture dans cette zone-ci, parce qu'il y a des petites crevettes par ici. Partout dans le monde, c'est de manger des crevettes qui donnent aux Flamands leur couleur rose, plus ou moins prononcée en fonction des saisons et de la santé des oiseaux. Ils dorment comme ça. Et ils dorment avec une patte levée et la tête en dessous de l'aile. C'est de cette façon qu'ils dorment, les Flamands. Ça n'a pas l'air super pratique pour dormir, non? Mais c'est comme ça, et quand ils sont fatigués sur une jambe, ils changent et se reposent sur l'autre jambe.
Dans quelques semaines, les Flamands partiront vers le nord pour aller nicher en Floride. Sur le lac, il y a 24 petites îles. Milagro veut aborder sur une des plus grandes. D'après lui, elle abrite quelque chose de spécial qui pourrait nous intéresser. Ici, on a la fleur de l'agave. C'est cette fleur jaune très belle. Mais une fois débarqué, Milagro semble surtout s'intéresser aux fleurs et aux cactus. Celui-ci, on l'appelle oreille de vache, parce qu'il en a la forme. Oreille de vache. Ok. Notre guide a su ménager un effet de surprise pour nous présenter le maître de l'île. Hop, hop, hop. Oula, Qu'est-ce? c'est quoi ça? Et je te présente le fameux iguane rhinocéros. Il se nourrit essentiellement de végétaux. Ce sont des animaux à sang froid qui se cachent dans des trous et ils peuvent vivre jusqu'à 80 ans. Et il y en a beaucoup par ici? Ah oui, il y en a beaucoup des iguanes sur cette île. Et tu ne me dis rien? On n'a encore rien vu. Tu vas voir, on va marcher un peu pour arriver où ils sont. On dirait comme des dinosaures. Oui, c'est vrai qu'ils ressemblent un peu à un dinosaure. Leurs cornes, qui leur ont donné leur nom de rhinocéros, sont de petites excroissances osseuses. Une armure complétée par une crête tout le long du dos. Une protection contre les rochers aiguisés et les attaques des autres mâles. Et ils sont dangereux? Non, pas du tout. Sauf si tu mets ta main dans sa bouche. Alors, évidemment, ça va être dangereux. On dirait qu'ils saignent là, non? Oui, ils se sont sans doute battus entre eux. Ils sont beaucoup ici. Approximativement 370 sur cette petite île. Malgré ses airs de petits dinosaures, l'iguane rhinocéros, endémique des Caraïbes, est fragile. Menacée par les animaux importés, chats, chiens, mangoustes, cochons et chèvres, qui détruisent les nids. En danger critique, l'espèce se porte mieux depuis que plusieurs programmes de conservation ont été mis en place par la République dominicaine. En remontant vers le nord du pays, nous traversons une végétation basse et clairsemée, faite de cactus, puis de forêts sèches plus touffues. C'est le terrain de recherche favori de Nicolas. Sa quête commence en fin de journée. Il veut nous montrer deux animaux qu'il suit depuis 30 ans. Avant, il les chassait. Aujourd'hui, il protège et cherche à faire connaître les deux derniers mammifères endémiques de l'île. Ici, c'est son terrier. Là, en dessous. Sous la lune, l'oreille aux aguets et la lampe en l'air, Nicolas finit par en repérer un, à quelques mètres de haut. À peine étonné par le faisceau de la lampe, et pas très farouche. C'est un hutia, un rongeur de la taille d'un chat, avec de bonnes griffes pour monter et descendre des arbres et aller manger les feuilles, les fruits et l'écorce. Sa courte queue préhensile lui sert de 5e membre et lui permet de s'accrocher solidement aux branches en toute sécurité. Passionné, Nicolas est déjà reparti dans la nuit, à la recherche d'un terrier, celui d'un rescapé de l'histoire naturelle. Ils vont sortir de là, plusieurs sans doute. Ce sont des fossiles vivants. Ces animaux sont très spéciaux. Ils existent depuis 70 millions d'années. Ils n'ont pratiquement pas évolué sur cette période. Ils sont plus anciens que le mammouth ou les éléphants. C'est pourquoi ils sont tellement importants. Et sur la planète, ils vivent uniquement sur notre île. On est des privilégiés d'avoir cet animal. Il vient. Regarde.
Il va sortir, il va sortir. Un peu étonné par la lumière, mais sans crainte réelle, une femelle de solénodon sort petit à petit du terrier. On dirait une grande musaraigne, avec son museau allongé. C'est sans doute un des plus anciens mammifères vivant sur Terre. Cette espèce a survécu à ce qui a fait disparaître les dinosaures. Insectivores, les solénodons fouillent le sol avec leur nez, à la recherche d'araignées et d'insectes. Ils capturent leur proie avec un redoutable venin, injecté au moyen d'une dent creuse. Ce qui fait du solénodon une des rares espèces de mammifères venimeux. Leur vue est assez mauvaise, mais ils compensent comme les chauves-souris en émettant des ultrasons qui leur permettent de se repérer dans l'obscurité. Celui-ci semble à peine nous avoir repérés, avant de disparaître dans la nuit. Direction le nord-est de la République dominicaine. C'est là que se trouve la baie de Samana, un endroit mondialement connu pour ses habitants sous-marins. Car la baie, avec ses eaux chaudes, peu profondes et sans grands prédateurs, est à la fois le lieu de naissance et de reproduction des baleines à bosse. Après avoir passé l'hiver ici, elles repartiront vers le nord, s'alimenter dans des eaux plus froides, mais plus riches en petites crevettes, le krill, leur aliment principal. Au sud de la baie de Samana se trouve le parc national de Los Haitises. Plus de 1000 km² de collines couvertes de forêts. Une zone pratiquement impénétrable. Sauf pour Juan, notre guide, qui d'un pas rapide se lance sur de petits sentiers. Il les parcourt depuis 40 ans. Passionné par tout ce qui vit ici, il veut nous montrer les insaisissables colibris. Mais avant de les voir, on les entend. Ils font un son très aigu. Arriver à les mettre en boîte se mérite. 80 battements d'ailes à la seconde, 4800 à la minute. Pour les filmer, il va y avoir du sport. À force de suivre ces véritables insectes à plumes, on finit par en avoir le tournis. Et finalement, quelques images correctes. Ils se reposent rarement longtemps. Mais quand c'est le cas, ça permet de voir quelques détails supplémentaires. Le parc compte 3 espèces différentes. Là, on dirait qu'il est en train d'entretenir ses plumes, de faire le ménage dans son plumage. De ce que je vois, cet oiseau est probablement en train de couver. Ses plumes sont en désordre. Ouais, il les remet en place en restant beaucoup de temps sur cette branche, depuis laquelle il voit son nid qui est certainement tout près d'ici. On peut voir qu'elle a une langue très... Oui, très pointue. Ça lui permet en fait d'entrer dans différents types de fleurs. Il peut y glisser la langue. Oui, comme celle-là qu'on peut voir ici. Ils introduisent le bec et la langue dans la corolle pour atteindre le nectar qui est sucré. Ils viennent manger ça parce que leur vol est très coûteux en énergie. Ils brûlent beaucoup de calories.
Et donc avec cette alimentation, eh bien, ils récupèrent ce qu'ils ont perdu. Ici, il y a des fleurs et donc à manger toute l'année. La force et la grâce de ces oiseaux sont éblouissantes, même quand ils doivent céder la place. En grimpant dans les petites collines, Juan veut à présent nous emmener voir le seigneur de l'île. Et pour le rencontrer, il le siffle. Ils te répondent. Je le vois, il est là-haut. C'est clair que je les appelle et ils me répondent. Peut-être qu'ils sont reconnaissants parce que je les ai protégés. C'est la buse de Ridgway, endémique de l'île de la Hispaniola. Une des espèces de rapaces les plus rares de la planète. Il n'en reste que quelques centaines, parmi lesquelles ce couple. Pour le moment, la femelle est au nid et le mâle veille sur les alentours en criant. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. Ils se reproduisent plus. On en a environ 500. Surtout dans le parc de Los Haitises sur environ 1000 km². C'est ici qu'il y en a le plus. Pour les aider, il a fallu leur donner un coup de pouce. Car dans les restes des proies amenées au nid, se développe un parasite qui tue les oisillons. Alors des volontaires se sont relayés pour désinfecter les nids. Et résultat, aujourd'hui, l'espèce va un peu mieux. C'est sur cette toute petite île dans le parc de Los Haitises et avec vue sur ces magnifiques frégates que se termine notre émission en République dominicaine, un pays où, vous l'avez vu, les plages paradisiaques pour carte postale cohabitent juste à côté de très très beaux endroits de nature. Et ce n'est pas du tout un hasard parce que le pays a décidé de consacrer presque un quart de son territoire à des réserves naturelles et des parcs nationaux où la nature est particulièrement bien conservée. On la sait nous suivre.